Allez, allez, plus vite! Le rapport au travail, il est aussi quand même donc engagé dans le rapport à l'autre, et sous la forme principale, je vais évidemment résumer beaucoup, récapituler beaucoup les choses, du fait que j'apporte une contribution, dont on voit qu'elle repose sur quand même, la mobilisation de ressources assez profondes, j'apporte une contribution à l'organisation du travail, et je ne continue, on peut se demander pourquoi les gens apportent cette contribution, parce qu'il y a cette promesse bien sûr, mais aussi parce qu'en échange de cette contribution, ils attendent une rétribution. Et c'est donc en fonction d'un couple contribution-rétribution. Quelle rétribution attendent-ils? On peut montrer de façon absolument régulière dans toutes les situations de travail que ce que les gens attendent par-dessus tout, c'est une rétribution morale, c'est une dimension morale et symbolique qui compte, qui prend la forme de la reconnaissance. Ce que les gens attendent, c'est qu'on reconnaisse la qualité du travail, la qualité de leur contribution. Cette reconnaissance, bien sûr, elle passe éventuellement par des formes matérielles, soit des primes, des avancements, des salaires, mais même l'impact des primes, des avancements et des salaires, l'impact psychologique, il est fondamentalement lié à la dimension symbolique. En quoi c'est une véritable reconnaissance qualitative du service rendu? Voilà, alors, cette histoire de la reconnaissance est une histoire fondamentale. Les gens travaillent pour cette reconnaissance, pour des tas de raisons qu'on peut éventuellement déployer. C'est assez bien connu maintenant. Il y a une clinique très précise de cette reconnaissance, en ce sens que la reconnaissance, c'est pas simplement une tape dans le dos. Voilà. La reconnaissance, ça passe par des épreuves de jugement, des jugements qui sont proférés par des acteurs bien précis, avec lesquels nous sommes en interaction du fait du travail. Et évidemment, quand on obtient la reconnaissance, cette reconnaissance qui porte sur la qualité de mon travail, elle est aussi une reconnaissance grâce à laquelle je peux, dans un deuxième temps, rapatrier ce qui est une reconnaissance, voilà, dans le monde objectif, de la qualité de mon travail, je peux le rapatrier en disant, finalement, je suis moins malhabile que je n'étais jusque-là, ou même plus habile que je n'étais jusque-là. Cette reconnaissance, elle a un rôle, elle peut avoir un rôle majeur aussi sur la construction de l'identité. C'est-à-dire que de reconnaissance en reconnaissance, je passe des caps par lesquels je me transforme moi-même à travers le regard des autres, mais aussi à travers la société, comme quelqu'un qui gravit comme ça les échelons d'un cursus, d'une vie qui s'accomplit. Et de telle sorte qu'après le travail, cette fois-ci, de nouveau, mais sur un mode cette fois-ci qui passe par le regard de l'autre et par la reconnaissance de l'autre, j'acquiers un statut qui est meilleur que celui que j'avais précédemment, une dignité aussi que je n'avais pas jusque-là, et une crédibilité, voire un prestige, qui sont évidemment toujours, cette fois-ci, captifs de la reconnaissance par l'autre. En plus, pour la plupart d'entre nous, comme nous sortons de l'enfance avec une identité qui est mal assurée, qui n'est pas accomplie en quelque sorte, qui n'est pas achevée, c'est comme si nous sortions un peu à l'état d'esquisse, un peu immature, de sorte que nous passons par cette phase compliquée de l'adolescence, mais dont nous sortons quelquefois encore bien incertains, avec des tas d'espoirs par rapport au monde, des espoirs par rapport au monde social, des espoirs par rapport au monde matériel, mais aussi des espoirs par rapport au monde du travail, justement, comme chance de se révéler à soi-même. Alors, pour la plupart d'entre nous, cette identité qui est justement un peu incertaine, elle a besoin constamment, pour exister, pour se maintenir, même sous la forme précaire et inachevée dans laquelle elle est au sortir de l'adolescence, elle a besoin de confirmation. Je ne tiens pas mon identité que de moi-même. Cette proposition est vraie pour la plupart d'entre nous, pas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes trop mal assurés dans notre identité pour pouvoir nous passer de la confirmation de cette identité par le regard de l'autre. Alors, il y a deux grands domaines dans lesquels on peut obtenir cette confirmation de l'identité, et grâce à laquelle finalement l'identité se trouve non seulement confortée, mais quelquefois accrue. C'est évidemment dans le registre, dans le monde érotique, et à ce moment-là, la reconnaissance, elle passe par l'amour, c'est l'accomplissement de soi dans le champ érotique par l'amour, mais il y a aussi l'accomplissement de soi dans le champ social, et cette fois-ci, ça passe toujours par le travail. Évidemment, cette reconnaissance, elle a donc un impact très grand
d'abord sur la stabilisation de l'identité et éventuellement aussi sur l'accroissement de cette identité. C'est tellement vrai que même dans des situations de travail, où pourtant la reconnaissance de la qualité de mon travail fait l'objet d'un désaveu ou d'un déni de la part de l'encadrement. Parce que si on devait reconnaître la qualité de mon travail, il faudrait aussi me payer conséquemment. C'est évidemment, la reconnaissance, elle est symbolique, elle passe aussi par des formes matérielles pour prendre sa signification. Je ne peux pas considérer que je reconnais quelqu'un symboliquement si je le paye 2 fois moins que l'autre à côté, qui peut-être dont on ne peut pas éviter de penser que s'il est payé 2 fois plus que moi, c'est probablement que son travail est mieux apprécié que le mien. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Alors, eh bien, en dépit donc, de la non-reconnaissance ou du désaveu, quelquefois, de la qualité du travail, et de la qualité de la contribution qui est apportée par un travailleur ou par un employé à l'organisation du travail, en dépit de ça, il vaut mieux encore avoir cet emploi que de ne pas en avoir du tout. C'est un point très important. La psychopathologie des gens qui sont au chômage de longue durée, des jeunes qui n'ont pas le droit finalement d'avoir un accès au travail. Ces gens-là sont privés du droit d'apporter une contribution et du coup sont privés aussi de la rétribution qui est la reconnaissance par autrui de la qualité de ce qu'ils apportent. Donc ces gens-là, si j'ai raison sur cette base disons, de clinique et de psychopathologie ordinaire, que la plupart d'entre nous n'avons pas une identité suffisamment stabilisée pour pouvoir nous tenir tout seuls, droits dans la vie, mais que nous avons besoin de la confirmation par les autres, notamment dans le monde social, alors on peut comprendre que la privation du droit d'entrer dans le travail, d'avoir un emploi, puisse avoir des effets aussi désastreux sur la santé mentale. Et le résultat est effectivement tragique du point de vue de la santé mentale. Les chômeurs de longue durée, ou les chômeurs primaires, ceux qui n'ont jamais eu accès au travail, sont dans un état psychopathologique pitoyable quand même. Du point de vue de la morbidité, c'est même les statistiques, qui sont pourtant quand même souvent assez grossières par rapport à des questions comme celles que nous posons là, elles montrent le taux d'alcoolisme, le taux de toxicomanie, le taux de maladies somatiques, c'est quelque chose d'absolument hallucinant par rapport à la population qui travaille. Pourquoi ? Même dans un travail où on ne bénéficie pas de la gratification, de la reconnaissance sur la qualité de ce qu'on fait, ça a quand même un impact sur l'identité. Parce que le contrat de travail, le salaire, personne n'est dupe que si on me paye pour ce travail, même si on me paye mal, c'est parce que mon travail, il est utile. Et bien sûr, il est utile. C'est le jugement d'utilité, c'est la dimension purement utilitariste. Mais vous voyez que c'est important de comprendre que ce n'est pas le montant numéraire du salaire qui compte là, puisque justement, il est faible. Ce qui compte, c'est qu'il sanctionne, il scande, en quelque sorte, le fait que mon travail est utile, et qu'il a une valeur, non seulement une valeur d'usage, une valeur d'échange, enfin tout ce qu'on connaît d'habitude, tout ce que les économistes décriront évidemment avec plus de précision que moi, mais qui pour nous donc prend la forme très précise du jugement d'utilité. C'est utile. Et être utile, c'est une question absolument capitale pour la plupart d'entre nous. C'est bien rare ceux qui peuvent supporter qu'on leur dise, qu'on leur renvoie, explicitement et même implicitement, vous êtes inutile. Vous êtes quelqu'un d'inutile. Et c'est pourtant une des choses qui tombe comme un coup près et qu'on apprend à dire avec des techniques pour justement déstabiliser les gens chez les cadres font des stages dans lesquels ils apprennent ces techniques. Comment déstabiliser quelqu'un ? Par exemple, il suffit de manipuler bien le jugement d'inutilité. Monsieur Duchemolk, vous êtes devenu inutile. Eh ben, c'est très rare que les gens puissent encaisser ça sans sentir à ce moment-là vraiment que quelque chose de très profond est touché en eux, et pas forcément repérer ce que c'est, en fait c'est leur identité, rien de moins, et les gens vont mal. Vous avez toute une pathologie qui est largement répandue, enfin un peu moins maintenant, mais qui a été beaucoup dans les années 80, la fin des années 80 et les années 90, c'est la pathologie du placard. La pathologie du placard, ce sont des gens
dont on dit, écoutez, monsieur Duchemol, votre savoir-faire, c'est bien gentil, votre métier, c'est bien gentil, mais nous, on veut maintenant des gestionnaires qui ont été rodés aux techniques de contrôle de gestion, de machin, etc. Votre savoir-faire, on n'en veut plus. Vous nous cassez les pieds avec vos règles de métier, etc. Alors maintenant, vous allez rester au placard. C'est-à-dire, vous venez là, mais bon, une chose, il est interdit de toucher au travail. La chaudronnerie, ce n'est plus pour vous, monsieur Duchemol. Vous ne ferez plus la chaudronnerie dans l'industrie nucléaire. Ce sera fait maintenant par des sous-traitants, et il y aura des gestionnaires d'EDF pour contrôler, pas vous. Alors, être payé pour ne rien faire, c'est une situation évidemment très paradoxale, dont on pourrait se dire, évidemment, vu de quoi ils se plaignent, les mecs, on leur demande rien, et en plus on les paye. Alors, vous voyez bien que la dimension symbolique, elle est évidemment beaucoup plus importante que le reste. C'est-à-dire que on peut donner de l'argent, mais l'argent tout seul ne parle pas, c'est le sens. Et si je vous paye tout en vous faisant savoir que vous ne servez plus à rien et que vous êtes au placard, vous n'avez pas le droit de toucher à l'instrument de travail, eh ben, les gens tombent malades, rien de moins. Ils tombent malades. Le placard est une pathologie réservée d'ailleurs en plus en général des gens qui ont de l'expérience et des gens qui ont du métier. Et c'est vrai que le fait que tout ça apparaisse comme inutile, c'est tragique. Now